concentrer et me concentrer que sur une chose dans l'orgasme en fait. Et quand j'ai décidé de laisser les autres casquettes, j'ai pu vraiment me focaliser sur un bon sujet, c'est de faire des costumes pour hommes et de se différencier. Et la différence de l'orgasme maintenant, c'est que il n'y a pas d'égal sur les finitions, parce que ça, on travaille durement et fièrement pour donner le meilleur de nous-mêmes à chaque client. Et comme on fait aussi des vêtements pour femmes maintenant, donc on fait encore plus attention qu'avant parce que les femmes ont plus d'œil, plus de critiques et ça nous challenge à chaque fois. Et donc chaque femme qui veut entreprendre, pour moi je vous dis que c'est pas impossible. C'est juste un pas à faire. Quand on commence par vendre des pistaches au bord de la rue ou des beignets de banane, ça s'appelle toujours entreprendre ou déjà d'avoir beaucoup d'argent et d'aller à Dubaï pour ouvrir une boutique de vêtements, une boutique de parfumerie. C'est pareil, c'est toujours entreprendre. L'initiative devrait venir de toi et d'identifier ce que tu peux faire et surtout identifier ton potentiel pour le faire parce que c'est à long terme. On n'entreprend pas juste pendant 2-3 mois et après on arrête. Quand on franchit le pas d'aller entreprendre, c'est à vie. C'est genre 100 ans. C'est ton contrat envers toi pour 100 ans de vie ou pour X temps, mais pas juste pendant quelques semaines. Donc il faut avoir vraiment le mental, la persévérance, la résilience, la patience et surtout l'estime de soi. Parce que quand on ne s'estime pas, on est vite secoué par le monde extérieur et on baisse vite les bras et c'est comme une peine perdue. Et par rapport au monde du stylisme à Madagascar, c'est un monde qui évolue beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes montants, des jeunes talents montants qui sont là, mais sans repère. Sans repère parce que c'est pas parce qu'on sait coudre qu'on se dit styliste en fait. Et ça, nous, les Malgaches, on n'arrive pas à dissocier le couturier du stylisme. Donc, ça fait deux mots, deux actions différentes. Et à Madagascar, on a beaucoup plus de couturiers que de stylistes. Mais parce qu'on ne définit pas qui est couturier, qui est styliste, du coup, on mélange tout dans le même panier. À vrai dire, il y a trois. Il y a le couturier, il y a le modéliste, il y a le styliste. C'est ce qui fait une maison de couture. Alors, quand les jeunes viennent me voir, beaucoup de jeunes viennent me voir, qui ne sont ni couturiers, ni dans le monde de la mode, mais qui ce sont des jeunes de l'université d'Ankach qui viennent me voir parce qu'ils s'intéressent maintenant au stylisme. Sans savoir qu'est-ce que c'est que le stylisme, parce que pour eux, même à l'université, ils pensent que le stylisme, c'est de pouvoir coudre une belle robe et c'est tout. Mais le stylisme, c'est de l'art. C'est de l'art comme faire un très beau gâteau, ou bien construire une très belle maison, un château. Le stylisme, c'est vraiment un art à part entière. Et c'est perdu ça à Madagascar, c'est vraiment enfoui quelque part parce que on ne met plus le point dessus, on veut juste être vu. Et le réseau social nous a permis de se faire des autopublicités pour se dire je suis styliste, je suis professionnelle de la mode sans avoir de l'expérience, sans savoir le propre définition du mot stylisme en fait. Donc moi, j'encourage déjà tous ces jeunes qui veulent entreprendre dans la mode de s'instruire, d'étudier, d'aller vers le savoir avant d'aller en Boudinsouk, acheter des tissus, couper et assembler une jupe et dire je suis styliste. Parce que c'est pas ça. L'art, il faut du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc,
Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça veut tout dire. Que quand on vient voir un styliste, c'est pas le même prix que quand on vient voir un couturier. Parce qu'un styliste va vous donner une image, un relooking, un nouveau style vestimentaire, tandis qu'un couturier va juste copier un modèle que vous emmenez chez lui ou chez elle. Et ça, c'est flou à Madagascar et je voudrais mettre le point dessus que si vous voulez vraiment entreprendre dans le monde du stylisme, allez étudier d'abord. Ne dites pas n'importe quoi et ne faites pas n'importe quoi parce qu'après, ceux qui ont vraiment la compétence n'ont plus le mérite parce que tout le monde est devenu styliste à Madagascar. En fait. Et j'espère qu'un jour ça va évoluer dans le temps où les ministères compétents dans ce domaine peuvent vraiment, comment dirais-je, se renseigner et aussi mettre les titres de qui est qui pour ne pas tout mélanger. C'est comme les professeurs, il y a les professeurs des écoles publiques, il y a les professeurs primaires, il y a les professeurs secondaires, universitaires, et nous en tant que couturiers, stylistes, il n'y a pas ça, tout est dans le même panier, et c'est dommage. Donc aujourd'hui, je voudrais juste laisser un message aux jeunes que chaque travail devrait être une mérite. Et si ce n'est pas encore acquis, je dirais, si tu n'as pas encore le potentiel, ne va pas vers les autres et s'autoproclamer. Parce que ça mélange beaucoup de choses après. Et ceux qui sont vraiment dans le métier sont mal vus. C'est dans ce sens. Mais il est possible d'être styliste à Madagascar et de vivre de sa passion. Mais il faut qu'on soit vraiment compétent. Moi, je mets le point sur la compétence parce qu'il y a le Vita Malagas qui se fait prier partout dans le monde parce qu'il n'y a pas la qualité, il n'y a pas la finesse. Et quand il y a ceux qui font ça pour aller plus loin, mais qui sont dans l'ombre, parce qu'il y a beaucoup qui bradent leur prix et qui font n'importe quoi et n'importe comment. Du coup, ceux qui sont vraiment professionnels du métier n'arrivent pas à s'en sortir. Je vous donne un exemple. Moi, une chemise brodée chez Bogas Madagascar, ça coûte 150 000 arrières. Et vous irez chez quelqu'un qui est un jeune de 19 ans, va faire à peu près la même chemise avec une broderie, mais semblant de broderie, à 35 000 arrières. Et vous allez comparer le prix, mais l'un c'est de l'art. Et l'autre c'est juste, je peux même pas dire que c'est un savoir-faire, c'est juste son métier. Donc, tant que c'est pas encore acquis, mais je dis pas acquis, l'acquis n'est pas le mot, mais vraiment la compétence. Tant qu'on n'a pas la compétence, il ne faut pas s'autoproclamer. Un médecin ne peut pas dire qu'il est médecin s'il est encore en 6e année de médecine. Parce que ce n'est pas encore un médecin. Et c'est pareil. C'est pareil au même. Il y a des bons couturiers à Madagascar, mais ce ne sont pas des stylistes. Donc c'est pareil. Alors, j'aimerais juste te dire que chacun devrait être responsable de ce qu'il sait faire et de ne pas s'autoproclamer sur ce qu'il ne sait pas faire, parce que ça fait de l'ombre à ceux qui savent vraiment le faire. Voilà. Merci à vous tous. On va écouter. Merci. Je un discours touchant. Oui, et 3 obus en plus. Ah oui, je voulais vraiment le dire. Hein.
Parce que beaucoup, il y a ceux qui savent bien faire les choses, mais qui sont vraiment dans l'ombre, parce qu'il y a ceux qui ne savent pas bien faire les choses, mais qui ont des contacts, qui savent faire parler d'eux et qui arrivent à faire des choses. Et c'est dommage. C'est dommage parce que voilà, c'est le monde actuel. Merci. Non, j'ai rien en fait. Merci pour cette belle prestation. Moi, peux je poser une question en fait. Oui. Quand je t'écoute parler, en fait, je vois quelqu'un qui parle avec son cœur. Oui. Je vois quelqu'un qui va avec les yeux qui brillent. Ça me laisse en fait comprendre que c'est une passion profonde. Mais après, ma question est simple, d'où vient cette passion en fait? Ah Eh bien, ma grand-mère maternelle était sage-femme et couturière. Ma mère était couturière. Donc moi, déjà à l'âge de 4 ans, j'étais là vraiment à jouer dans les chutes de tissu, à jouer à la mini couturière, à assembler les bémerailles, vous voyez, c'était ça. Et j'ai pris goût en fait, puisque je voyais que les bémerailles finissent par être nos couvertures après. Et je me suis dit, c'est pas mal en fait que je puisse rendre service avec des bouts de tissu assemblés, mais que ça nous tienne chaud après. Et c'est de ça, je voyais que, en fait, si on n'est pas passionné, on ne voit pas qu'il y a de l'art dans la couture. Mais le fait d'assembler des petits bouts de tissu colorés et tout ça a donné en moi cette sensation de faire quelque chose de bien, parce que on ne jette rien dans un atelier de couture, on ne jette rien du tout. Tout est transformable. Et je voyais que ma grand-mère pouvait faire des beaux coussins à base de bouts de tissu et qu'il y a des gens qui en achètent. Donc on pouvait vivre de ça. Et moi, mon rêve quand j'étais petite, c'était être styliste des stars. Pas juste couturière, pas juste styliste, mais styliste des stars. Et à l'époque, j'ai une cousine qui était très très ronde, même en étant enfant, elle était plus potelée que nous. Et quand c'est Noël, ma grand-mère avait du mal à coudre des vêtements pour elle parce qu'elle était plus grosse. Donc, il faut attendre qu'on finisse nos robes et ce sont les restes des tissus qu'on assemble pour elle, pour ne pas dépenser beaucoup de tissus pour elle. Et ça me faisait tout le temps mal parce que sa robe ne ressemblait pas aux nôtres. En fait, c'était juste une robe quelconque pendant que nous, on était en robe de princesse et tout. À chaque fois, elle pleurait et je lui disais, t'inquiète pas, quand je serai grande, je serai grande styliste et je te ferai plein de robes, de belles robes. Et oui, j'ai tenu ma promesse quand même, puisque en grandissant, elle est toujours ronde, elle habite au Canada en ce moment. Et j'ai pu lui faire beaucoup de vêtements. Et puis finalement, j'ai quand même suivi mon rêve d'être styliste et d'habiller des stars. Et je suis heureuse comme ça. Je trouve que ça m'apaise. La couture m'apaise beaucoup. C'est comme quand je lis un livre ou que je cuisine. Mais ça m'apaise au plus profond de moi. Et puis ça me renoue toujours à mon enfance. Dans la petite chambre où il y avait le lit de mes grands-parents, la table pour la machine à coudre et tout ce qui est par terre, les papiers emballage, papiers journaux, les bouts de tissu et tout ça. Et pour moi, ça c'était ça en fait, l'art. Et je voudrais perpétuer cet art, c'est dans ce sens. Voilà. Très poignardant. Donc voilà. Comment tu définirais ton style? Alors, mon style, je suis caméléon. J'adore changer vraiment de look et
par rapport au fait que j'aime toutes les couleurs et je le porte bien toutes. Donc, j'ai pas de style quelconque. Mais j'invente des styles chaque matin. Je porte pas les mêmes vêtements. Je porte jamais les mêmes vêtements. Parce que, comme j'ai un atelier de couture, donc j'apprivoise toujours d'autres vêtements pour ne pas porter les mêmes. Et voilà, c'est dans ce sens. Mais ma couleur préférée, c'est le blanc. Mon grand-père, c'était un cultivateur de riz, un agriculteur plutôt, mais qui s'habillait tout le temps en blanc, de la tête aux pieds. Même les chaussettes, même les chaussures, j'ai jamais compris. Et très, très éclatant, nickel et tout, hein, pas de poussière ni. Et ça reste en moi que, en fait, c'est pas parce qu'on travaille la terre qu'on peut pas être propre. Et comme cette couleur est vraiment emblématique dans ma famille, parce que tout était blanc pour lui, pour moi, c'était tout naturel et normal de mettre le blanc dans mon logo, qui est aussi la tête de mon grand-père, qui va dans les champs tous les jours avec son chapeau de paille. Et c'était pour l'immortaliser en fait, donc je l'ai mis en logo. Et le noir, c'est une couleur que je porte rarement. Mais ça rappelle aussi beaucoup de souffrances que j'ai endurées et qui fait partie de ma vie que je ne peux pas laisser derrière. Donc voilà les deux couleurs qui signifient mon logo en fait. Voilà. Donc toutes les créations que je fais partent d'une histoire. Je n'ai jamais genre allé à Nalakil et me dire tiens je vais faire une jupe comme ça. Chaque création que je fais part d'une histoire, soit d'un vécu pour moi, pour quelqu'un de proche, soit vraiment d'une histoire. Et c'est pas juste des vêtements. C'est pour ça que quand on porte du Bokas, on a cette sensation d'être unique et de vivre dans le Bokassiatitude parce que chaque vêtement a une histoire, chaque vêtement a une identité et ça fonctionne comme ça. Tous les tissus que j'achète, je prie dessus. C'est ma façon de faire pour que la personne qui va acheter se sente bien, se sente heureux, se sent privilégiés et se sent bénis de porter du Bokas. Donc c'est pas juste aller chez Dior et acheter un costume Dior et porter un Dior éclatant et tout, non. Pour moi c'est vraiment tout est dedans, pas que pour l'argent. Voilà. Merci, c'est tout pour moi. Merci Kelly. Mais j'ai encore une dernière question. Ok, il y en a plein qui me viennent en tête. Vas-y, tant qu'on est là. Ma question en fait c'est, si on te donne en fait une baguette magique pour changer quelque chose dans tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu changerais en fait? Tu as le pouvoir. Très belle question. Si j'ai une baguette magique, qu'est-ce que je changerais? Le temps. Le temps parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on n'a jamais eu suffisamment de temps. Et il y avait des moments où j'étais dans le doute et j'ai perdu beaucoup de temps. Donc si je peux changer, ce serait le temps. C'est de gagner encore plus de temps. Voilà. Merci. Moi, c'est tes valeurs, les valeurs que qui a fait que tu aies été réunie
avec tes couturiers, toute ton équipe, en fait, quelles valeurs tu retrouves chez toutes ces personnes-là? Alors, Même par exemple, entre toi et moi, quelles valeurs tu mets au centre de tout ton travail? d'accord. Alors moi, je trouve que je suis quand même quelqu'un de très compliqué parce que comme je travaille avec le cœur, je ne regarde pas ce qui se passe autour. Laura parle plus sur ma décision et je m'identifie toujours vers la personne qui est devant moi. Par exemple, tous mes employés, je m'identifie à ces femmes parce qu'elles ont tous quelque chose en commun en moi. C'est que ce sont tous des femmes qui ont galéré dans la vie et qui ont envie de survivre. Donc, moi-même qui est survivante de la vie, de ma vie, je dirais chacun mérite une seconde chance. Chacun, comme je dis tout le temps, on a tous un brin d'étincelle en chacun de nous, mais il nous faut la bonne personne en fait pour la faire briller. Et je voudrais toujours être cette bonne personne dans la vie de chacun des gens que je rencontre. Voilà. Et ces femmes-là, je me retrouve en chacune d'elles. Ma peur, mon courage, mais surtout ma force. Parce que je connais toute leur histoire et je connais leur galère et leur estime. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui renvoie. Parce que j'ai beaucoup de valeurs sentimentales à tout ce qui m'entoure et je donne toujours le bénéfice de doute à chacun des gens qui m'entourent. Et c'est peut-être un défaut, mais ça m'apaise en fait de pouvoir dire qu'aujourd'hui j'ai fait une bonne action parce que j'étais flexible par rapport à quelque chose que j'aurais pu péter un câble, mais péter un câble et faire quoi? C'est dans ce sens que je vois le monde en fait. Si je prends tout le monde de haut sur mon estal, disons de Lady Boss, je ne vais pas m'en sortir parce que j'ai besoin de ces gens-là, de mes collaborateurs qui sont là. Et je ne prends jamais l'air, même pas la position d'être la dirigeante qui dirige. Je suis là pour soulever tout le monde. C'est dans ce sens. Et par rapport à toi, je me retrouve à mon adolescence, qui était une jeune femme insouciante, très insouciante, mais très heureuse, parce que j'avais peur de rien, peur de rien. Et quand on va à un concours international Miss Monde, c'est parce qu'on a peur de rien. Et c'est pour ça que je suis là pour te soutenir, parce que je me suis dit, tu mérites en Voilà. Bravo. T'as une question? Oui, il a une question. Allez, fais une question. Pas plus de questions. Ah, je l'ai déjà assez. D'accord. C'est une dernière question. Ok. Si on dit que la Lady Boss, si on te demande de te définir en fait en disons en 3 mots, ce serait quoi? En 3 mots? Ouais. Alors, en 3 mots, rebelle, rebelle, persévérante et résiliente. Voilà.
Je crois que... Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'était Kelly, Bogassi Madagascar, la meilleure. Ça me touche au fond de moi parce que je suis quelqu'un qui parle vraiment avec le cœur et qui pense que c'est comme ça que ça devrait marcher en fait, qu'on ne calcule pas, qu'on ne cherche pas trop à impressionner qui que ce soit, mais qu'on est juste là à ouvrir son cœur et à parler. Et j'espère que je ne vous ai pas déçu, j'espère que vous avez appris un tout petit peu de ce que j'ai partagé aujourd'hui et que vivement la prochaine fois. Et en tout cas, merci à Prospérin qui m'a fait cette grande surprise. J'ai failli m'évanouir en le voyant dans la cour. Je me suis dit, oh, mais vraiment, c'est un honneur pour moi. Encore merci beaucoup. T'es un grand homme que j'apprécie et que je respecte beaucoup. Alors, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Ça me fait chaud au cœur. Merci pour l'invitation, c'est toi la grande dame. Voilà. Merci. Oui.